Alors, quand Shona et Amanda m'ont demandé de faire une présentation à ces journées sur la compétence pragmatique en L2, j'avais envie de parler de mes recherches un peu plus récentes, mais finalement, après réflexion, je me suis dit que peut-être je vais faire quelque chose à quoi j'ai pensé depuis longtemps, c'est-à-dire de réunir un peu tout ce que j'ai fait autour d'un type de discours particulier, la description spatiale statique, parce que je travaille sur ce type de discours depuis des années, depuis ma thèse de doctorat, et ça a sillonné comme ça ma vie de chercheuse, tout en faisant d'autres choses. Et là, ça fait un moment que je n'ai pas travaillé sur la description spatiale statique. Et voilà, donc je vous propose un regard un peu distancé par rapport à ce que j'ai fait. Ça entre très bien selon moi, dans la problématique, même si je ne parle pas de la compétence pragmatique, mais plutôt de la compétence discursive et de la construction du discours. Bon, voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez à la suite. Alors, construction du discours. Donc, pour moi, c'est construction du discours. Je travaille sur les constructions du discours en L1, en L2. Et dire construction du discours, pour moi, ça renvoie à s'intéresser à l'interaction entre la structure linguistique et la structure informationnelle. Et donc, à la compétence discursive qui se décline sur des niveaux, niveau linguistique et niveau cognitif. Tout locuteur qui produit un discours doit former des énoncés en appliquant des procédés morphosyntaxiques de la langue dans laquelle il s'exprime et ensuite organiser les énoncés en un tout cohérent et cohésif. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'aborde un type de discours qui est la description spatiale statique, dans une perspective interlangue d'une part et perspective que j'appelle interapprenant, en travaillant sur les données de production en L1, adultes et enfants, et production en L2, apprenant adultes. Alors, voilà ce que j'ai réuni en regardant toutes les publications que j'ai faites avec beaucoup de collègues que j'ai listés ici, parce qu'à un moment donné ou un autre, avec ces collègues-là, qui sont certains ici dans la salle, on a travaillé sur la description spatiale statique à travers les langues comme les français, anglais, italien, polonais, allemand et tout récemment, j'ai ajouté les chinois en collaboration avec Arno Arslangul. Et quand j'ai regardé tout ce qu'on a fait ensemble sur ces données, c'est ça comme croisement de langues qui est apparu en L2 et les enfants français, anglais, polonais, italien. Voilà. Alors, donc, je travaille sur cette construction du discours en utilisant une approche de l'aide des apprenants qui a émergé des travaux d'un grand projet que certains connaissent, ESF, sur l'acquisition en milieu naturel. Et donc, dans cette approche, j'ai fait vite, sans entrer dans les détails, on considère que les capacités cognitives et linguistiques des apprenants interagissent d'une part avec les besoins de communication qui constituent les moteurs de l'acquisition et avec des caractéristiques de la langue qu'on apprend, facteurs façonnant l'acquisition. Puisqu'il s'agit de la construction du discours, tous ces travaux se situent au sein du modèle de production langagière de Levelt, qui part de l'idée qu'en produisant un discours complexe, le locuteur doit résoudre une tâche verbale complexe. Et cette production dépend de deux types de contraintes, des contraintes pratiques s'appliquant à une langue particulière, d'une part, et les contraintes qui découlent du but communicatif. Et un discours produit suite à une tâche verbale complexe peut être vu comme une réponse à une question explicite ou implicite. Et c'est là où les modèles proposés par Klein et von Stutterheim, les modèles de la question, qui nous a été toujours très utile, et c'est ces modèles-là qu'on a utilisés. Donc voilà, ces modèles permettent, suite à la formulation de la question qui dirige la production du discours, de distinguer entre la trame et l'arrière-plan d'un discours et assigner la structure topic focus pour les énoncés de la trame, puisque ces énoncés répondent directement à la question du discours.
Et parallèlement à ça, on peut observer le mouvement référentiel, c'est-à-dire la manière dont l'information se déroule à travers les discours dans différents domaines référentiels qui sont concernés par un type de discours donné. Et dans notre cas, ça va être le domaine des entités et le domaine de l'espace. Voilà donc la tâche qu'on a travaillé, retravaillé et retravaillé avec différents types de publics. La tâche qui a été proposée et la fiche qui a été proposée pour la première fois par Mary Carroll au début des années 90 et qui représente donc une situation, une scène d'une ville. La consigne telle qu'elle a été proposée par Mary et ensuite reprise dans la suite des travaux, c'était formulé plus ou moins de cette manière, d'écrire la fiche à quelqu'un qui ne la connaît pas et qui sera obligé de la dessiner en se basant sur l'enregistrement, donc fait par les sujets. La consigne avait comme but justement de pousser les locuteurs à produire une description spatiale statique qui visait l'expression de différents types de relations spatiales statiques, de localisation spatiale, donc une relation spatiale entre un intervalle spatial délimité par une entité de référence, relatum, et une entité à localiser, thème, et je reprends ici la terminologie de Klein et Nuse, donc thème, relatum, relatum, thème. Alors, si on revient maintenant à la manière dont on peut structurer, de rendre la structure de ce type de discours qui est la description spatiale statique, eh bien, la question globale, hein, on peut la formuler de façon suivante, qu'est-ce qu'il y a en elle ou elle renvoie à l'ensemble de la fiche à décrire. Et à ces titres, les contenus sémantiques des énoncés de la trame, c'est la localisation spatiale. Donc, voilà, relatant par rapport à un thème. Et suite à cette question, on peut assigner la structure topic focus, donc la structure informationnelle aux énoncés de la trame, où les topics sera organisé par un intervalle spatial, par l'information qui concerne l'intervalle spatial avec cette entité de référence relatum, et les focus, c'est l'entité à localiser thème. Et de façon générale, quand on regarde les données, on peut voir que les schémas phrastiques qui encodent de façon privilégiée ce type d'énoncé contient une expression locative, et selon les langues, cette expression locative pourrait varier, un verbe fini, là aussi, on pourrait avoir des variations, et un syntagme nominal qui renvoie justement au focus, donc l'information thème à localiser, et là aussi, selon les langues, là, ça va varier, est-ce qu'il y a un article ou pas, etc. Donc, en français, ça, c'est un exemple qui montre de façon vraiment la régularité de ce qu'on trouve dans les données en français langue maternelle, où on a effectivement, clairement, relatum au milieu de la fiche, il y a une grande place, thème, et ensuite, très souvent, ces thèmes introduits va être maintenu pour devenir le relatum de la suite, etc., etc. Et donc, en français, là, on voit que l'expression locative, de façon préférentielle, c'est un syntagme prépositionnel ou un adverbe, complément circonstanciel de lieu. Massivement, les francophones vont utiliser le verbe existentiel de type « il y a » et un syntagme nominal qui réfère au thème. On peut voir maintenant comment ça se présente dans d'autres langues considérées. Et si on regarde l'italien, l'anglais, les polonais et l'allemand, on observe justement cette même schéma général. Les compléments circonstanciels de lieu, c'est l'expression qui encode les topics, donc l'intervalle spatial. Et en ce qui concerne les verbes, on aura quelques variations, j'y reviens tout à l'heure. Mais en chinois, quand on a commencé avec Arnaud Arcelangul d'analyser les descriptions spatiales statiques en chinois, on a vu que là, l'expression locative, c'est un syntagme nominal sujet qui peut avoir différentes formes et c'est un peu l'organisation, cette caractéristique qui diverge entre les autres langues considérées. Donc, si on reprend tout ça, on a l'expression locative, donc relatum thème.
Syntagme prépositionnelle ou adverbe pour les langues indo-européennes qu'on a considérées, et en chinois, c'est syntagme nominal sujet, avec cette caractéristique intéressante qu'on a trouvée avec Arnaud, c'est que ce syntagme nominal sujet peut avoir quatre formes différentes, mais en tout cas, c'est toujours un sujet du verbe. Et pour les verbes finis, de façon assez régulière et fréquente, c'est la forme existentielle en chinois, en français, en italien, en anglais, tandis qu'en polonais, en allemand, on a ici l'utilisation plutôt du verbe être ou d'un verbe statique qui intègre la position d'être quelque part. C'est le verbe comme stoi en polonais ou stert en allemand. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, donc, on a une structure phrastique qui, selon les travaux, selon tout ce qu'on avait fait, influence d'une certaine manière, au niveau conceptuel, l'organisation de l'information spatiale, donc ici, localisation, et au niveau discursif, l'organisation, topic focus, éventuellement mouvement référentiel. Comme je n'ai pas beaucoup de temps et comme il y a beaucoup de résultats, je vais me focaliser sur cette affaire-là. Et donc, regardons d'abord les locuteurs natifs. Donc, dans une série d'études que j'ai fait à la fois avec Henriette Hendricks et ensuite j'ai continué avec Josie Turco, on est parti de cette idée de Given que l'organisation, l'ordre topic comment ou topic focus, c'est un mode pragmatique et présyntaxique et que si il n'y a pas de contraintes phrastiques fortes, le locuteur va essayer de garder l'information en topic en première position. Et donc, on a regardé ça dans les données de la description spatiale statique. Donc, je les rappelle, voilà, topic, c'est l'intervalle spatial, thème, focus. Et ça, c'est un tableau, bon, je m'excuse, c'est en italien parce que ça vient d'une publication qu'on avait fait avec Josie Josie Turco, et qui complète un peu ce qu'on avait fait avec Henriette Hendricks un peu avant. Donc, on a regardé dans ces quatre langues, est-ce que relatum, donc en topic, est en position initiale ou pas? Et ce qu'on voit ici, que c'est en polonais, en français, en italien, c'est comme ça, et c'est l'anglais qui, c'est les données en anglais qui sortent un peu différemment, où on a souvent les relatum qui est en position finale, mais aussi initiale, ça dépend. Donc, on peut revenir à ces exemples qu'on avait vus tout à l'heure. Et effectivement, on voit qu'en italien, en polonais, en allemand, c'est ça ce qu'on trouve massivement. Il y a très peu de permutations de cet ordre, même si syntaxiquement c'est possible, avec dans les exemples qu'on a ici. Et en anglais, on trouve in the middle there's a fountain, mais très fréquemment, les locuteurs anglophones, il introduit d'abord l'entité à localiser et ensuite il dit où elle est localisée. Et très souvent, cette localisation est liée à l'utilisation de la forme en ing, qui donc attire encore plus la localisation spatiale en fin de l'annonce. Et ici, on n'avait pas encore considéré les Chinois, mais puisque les Chinois est là maintenant récemment, même si on n'a pas fait le même type d'études avec Arnaud, mais on peut très bien classer les Chinois avec les Polonais, l'Italien, qui va mettre en première position l'information liée au topic, donc relatum, puisque, si vous vous rappelez bien, je dis tout à l'heure, la structuration typique en chinois dans ce type de contexte, c'est d'avoir l'expression locative en fonction du sujet. Et donc, sachant qu'en chinois, l'ordre sujet, verbe, objet est très rigide, donc on aurait topic toujours en première position. Donc, on se rappelle ça. On passe en L2 maintenant et on va rester sur la même problématique pour voir ce qu'on avait à l'époque trouvé avec Henriette notamment et aussi avec Josie. Donc, là, les données en L2, c'est essentiellement les données en français L2. Donc, voilà, si on prend notre schéma typique de l'organisation de l'information en français, on aurait quelque chose au milieu de la fiche, il y a une grande place. Et effectivement, c'est ça ce qui est privilégié par les locuteurs natifs. Mais
cet énoncé, cette structure phrastique permet les permutations. On pourrait avoir « il y a une place au milieu de la fiche », c'est possible en français. On pourrait aussi avoir « il y a une pause au milieu de la fiche, une place », c'est possible aussi. Mais ce qu'on trouve dans les données, et notamment là, on a les polonophones vers les français et les anglophones en français. Bon, les polonophones en français suivent l'ordre tel qui est typique en fait en français et en polonais. Et les apprenants anglophones, il s'agit ici des apprenants intermédiaires. Hein, j'ai choisi ces niveaux-là. Les anglophones qui produisent en français, en fait, ils exploitent la possibilité de la mobilité de l'ordre dans ce type d'organisation en français pour justement avoir les lieux en fin de l'énoncé, ou même, je n'ai pas mis ici les exemples, ou même ils utilisent les gérondifs en français de façon complètement innaturelle, hein, comme si c'était justement l'essai d'utiliser la forme en ing. Donc, bon, en italien L2, il n'y a pas vraiment les commentaires à faire. Donc, l'apprenant à ce niveau-là, il exploite la possibilité de cette souplesse, je parle des apprenants anglophones, pour reproduire en quelque sorte le schéma de leur organisation tel qu'il a l'habitude de faire dans sa langue maternelle. Voilà, donc ça, c'est aussi cette... Alors, une autre manière de regarder les données de ces productions en L2, c'est de comparer la manière dont l'information est organisée en fonction de la maîtrise de la langue de production. Et là, je ne parle pas des différents niveaux en L2, mais on a regardé natif, non natif. Et là, je vous mets juste un extrait justement de la description d'un francophone et d'un apprenant polonophone du français d'un niveau intermédiaire. Alors, on observe tout de suite ici une espèce de simplification des schémas phrastiques avec l'apparition assez fréquente de aussi, c'est ça ce qu'on a travaillé à un certain moment avec Christine, et ça c'est l'exemple de polonophone en français, mais en fait, tous ces croisements que je vous ai mis ici montrent cette même tendance entre les natifs et non natifs. C'est-à-dire que l'apprenant va simplifier les schémas syntaxiques en omettant régulièrement l'expression des topiques, donc l'expression qui réfère à un intervalle spatial. On a, voilà, après, il y a une place où il y a beaucoup de gens, il y a des voitures, il y a aussi des arbres. Tout ça, c'est localisé par rapport à la place. Et quand on a plus récemment regardé les données en chinois L2, les francophones qui produisent en chinois, on a retrouvé aussi la même tendance et aussi l'apparition de aussi. Tout ça, c'est possible, hein, mais ça a un coût dans la mesure où si l'apprenant simplifie les schémas syntaxiques de sa production, il peut le faire en simplifiant les contenus conceptuels de sa production, c'est-à-dire qu'il doit choisir un relatum saillant et ensuite les relations spatiales qu'il va exprimer, forcément seront les relations spatiales de type topologique dans la région 2. Et là, c'est un peu ce qu'on avait vu aujourd'hui ce matin avec ce que Sandra a montré sur cette expression de voisinage. Donc, un peu, voilà, on descend de niveau de précision dans la... Et donc, ça marche très bien pour les apprenants intermédiaires, même s'ils pourraient construire des choses beaucoup plus riches, mais voilà, ils font cette simplification des schémas phrastiques qui implique la simplification de l'information, mais quand on a recueilli les données avec Christine, ici présente, de polonophones qui produisent en allemand, eh bien, au même niveau intermédiaire, ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire au moment où l'apprenant comprend qu'en allemand, il y a la règle syntaxique verbe fini en deuxième position, ils ne peuvent plus vraiment faire utiliser la même stratégie que les autres apprenants. Et les résultats, c'est que ces apprenants-là, ils construisent par la force des choses, poussés par la syntaxe de l'allemand, ils sont obligés en quelque sorte d'élaborer une description plus complexe, à la fois
parce qu'ils doivent remplir la première position. Et ici, dans ce contexte, ils remplissent justement par une expression locative. Et les faisant, forcément, ils arrivent à produire des productions plus complexes au niveau conceptuel. Voilà, le temps passe. Je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais bon, comme il y a... Oui, c'est parfait, c'est parfait. Parce que je n'ai pas encore parlé d'un autre volet. Là, on est passé, on a vu les natifs, hein, quelques caractéristiques interlinguistiques. On a vu les traitements en L2. Et là, maintenant, je voudrais aussi présenter quelques synthèses, en fait, de ce qu'on avait vu en travaillant toujours sur le même type de discours, mais cette fois-ci, en comparant ce que font les enfants et les adultes apprenant une L2. Il s'agit ici essentiellement de données qui ont été recueillies il y a désormais longtemps, je ne veux même pas dire il y a combien d'années, dans le cadre d'un projet qui était un projet APN sur la construction du discours par les apprenants des langues, enfants et adultes. Et donc là, on avait les données des enfants de 4, 7 et 10 ans, d'une part, et les données des apprenants L2. Et essentiellement, j'ai travaillé avec Henriette Hendricks sur ces questions-là, sur les discours descriptifs spatial. Bon, alors, on peut partir d'une première approximation comme ça. La capacité discursive, c'est une interaction entre la maturité cognitive d'une part et la compétence linguistique. Un locuteur adulte natif de sa langue, il est capable d'utiliser les moyens linguistiques en relation avec le contexte et construire un discours complexe, cohérent et cohésif. La maturité cognitive, pour moi et pour mes collègues, ça renvoie à la maîtrise, à la connaissance des concepts du temps, d'espace, par exemple. Ça renvoie aussi à la maîtrise des tâches communicatives, de l'interaction, de la manière dans laquelle, voilà, c'est ce qu'on apprend quand on est enfant, et donc quand on est adulte, on laisse faire. Compétences linguistiques, d'autre part, c'est bien sûr la maîtrise des schémas phrasatiques, les règles morphosyntaxiques, mais c'est aussi la maîtrise de certains nombres de principes discursifs, comme par exemple le marquage du statut de l'information, schéma discursif propre à différents types de discours. Et Slobin, en 2012, en citant Maya Hickman, justement, cette citation me semble très intéressante, montre clairement que les problèmes pour l'enfant, et notamment justement un enfant à partir de 4 ans, c'est qu'il a les outils morphosyntaxiques pour réaliser la tâche, mais il doit apprendre à les utiliser justement pour construire un discours et se servir de ces moyens-là pour référer aux moyens linguistiques à l'intérieur de son discours. Et donc, cet exemple-là, je vous le montre parce que je pense que cet exemple il illustre très bien la différence entre la situation de l'apprenant adulte qui doit produire, même s'il est très débutant et son système de l'apprenant est extrêmement rudimentaire, et un enfant de 4 ans qui est un enfant, qui est un individu qui arrive quand même à structurer correctement les énoncés, mais face à une tâche comme la tâche qu'on avait vue tout à l'heure, il n'arrive pas vraiment à faire un discours. Donc, chez l'enfant, on a ici à faire un ancrage déictique, un étiquetage, l'information qui n'est pas vraiment structurée au niveau du discours. Et finalement, si on se rappelle la consigne de cette description, de cette tâche, la manière dont l'enfant structure son discours ne correspond pas aux exigences de la tâche communicative. Et je vous laisse apprécier l'efficacité de l'apprenant adulte, même très débutant, ou avec les moyens très rudimentaires, il arrive quand même à présenter une structure conceptuelle beaucoup plus complexe et de façon minimale, son discours répond aux exigences de la tâche communicative. Alors, cette difficulté qu'on a vue ici avec les enfants francophones, on la retrouve indépendamment de la langue de l'apprenant, parce qu'on a recueilli les données en anglais, en polonais et aussi dans d'autres langues que je ne cite pas ici.
Et finalement, l'enfant de 4 ans n'arrive vraiment pas à se débrouiller avec cette tâche et malgré certaines relances de la part de son interlocuteur qui va dire « sois plus précis », X n'arrive pas à redessiner la fiche. Donc là, juste une petite parenthèse que je n'ai pas dit au début. Pour les enfants, on avait modifié la consigne. La consigne est toujours la même, sauf qu'il y a un dessinateur présent dans la salle et l'enfant comprend bien qu'il parle à cette personne qui lui tourne les dos. Sa feuille, je suis en train de définir, sa feuille est vide. Et donc, il doit dessiner. Quand il n'arrive pas à dessiner, il n'arrive pas à dessiner. Donc, l'enfant a cette connaissance directe de ça. Et c'est toujours très compliqué, quelle que soit la langue. Donc, je termine. Si on revient à ces schémas, à cette définition schématique, mais quand même, je pense, assez précise de capacité discursive avec ces différents éléments, on peut entrevoir les scénarios suivants. L'enfant de 4 ans, il maîtrise le schéma phrastique. Il a quand même déjà un certain nombre de connaissances dans les domaines d'espace, notamment en ce qui concerne les différents types de relations spatiales. Il les comprend et exprime à 4 ans dans un échange direct, question-réponse. Mais il est en train d'acquérir la compréhension de ce que ça veut dire gérer la tâche communicative en interaction. Il doit apprendre aussi à marquer, par exemple, le statut de l'information nouvelle ou ancienne. En revanche, un apprenant adulte, il a ces connaissances-là parce qu'il est adulte. Il maîtrise également les schémas discursifs. Son problème, c'est plutôt la maîtrise de schémas phrastiques et des règles morphosyntaxiques qui, souvent, vont l'obliger à revenir sur les concepts et procéder à une reconceptualisation. Et c'est encore un autre ensemble de travaux qui étaient liés à notre travail là autour de la description spatiale statique, mais où je ne peux pas vous en dire plus parce que à faute de temps. Et donc, difficulté dans la construction du discours. Si on prend jeune enfant et adulte L2, pour un enfant, c'est la gestion de la tâche communicative qui pose problème. Pour l'adulte, c'est plutôt les moyens morphosyntaxiques, schémas phrastiques. Et c'est qu'on voit ici que dans les cas de l'enfant, surtout de l'enfant aux alentours de 4 ans, cette difficulté conduit à un échec relatif de la communication. Il n'arrive pas vraiment à produire un discours qui répond à la tâche. Tandis qu'un adulte arrive, même avec des moyens linguistiques assez rudimentaires, à un discours plus ou moins réussi. Et c'est comme si la maturité cognitive contrebalançait les limitations linguistiques indulectes de base, notamment ici dans l'exemple que je vous ai donné. Donc, pour conclure, je suis dans les temps. En travaillant sur cette activité de construction du discours, là, plus précisément sur la description spatiale statique, dans cette perspective interlangue, interapprenant à la fois, on voit que ce type d'étude permet vraiment de bien caractériser un type de discours donné à travers les comparaisons interlinguistiques, aussi individus. Donc, ça, là, par rapport à tout ce qu'on avait fait, ces types de discours est super bien décrit. C'est vraiment, on a la structuration à la fois au niveau de, et on voit l'interaction, quel type d'interaction on peut avoir avec, entre la structure linguistique et la structure informationnelle. Et en variant les types de locuteurs, on identifie de façon assez claire les facteurs cognitifs et les facteurs linguistiques qui sont à l'œuvre justement dans l'acquisition des langues de façon plus générale.
Et voilà, là, j'ai recensé toutes les publications avec tous mes collègues qui portaient sur ces discours-là. Donc, il y a voilà, Arne Arslangul, Eva Lennart et Pascal Trévisiol, Henriette Hendricks, Sandra Benazzor, Clive Perdue, Josie Turco et aussi Christine Dimot et Mary Carroll. Et merci à tous ces gens-là pour ces collaborations. Merci.